Les rencontres thérapeutiques, enfin une émission qui vous veut du bien. Sur Human Connex. Bienvenue à vous tous à nouveau pour Human Connex. On se retrouve avec une nouvelle rencontre thérapeutique. Direction Voiron, juste à côté de Grenoble. On va retrouver Marjolaine Regatieri. Ça va, je le dis bien, Marjolaine, comme ça? Oui, si, Si. bonsoir. Ouais, à l'italienne, c'est ça. Et oui, bien sûr. Alors, Marjolaine, qu'est-ce qu'on va faire avec toi ce soir, justement, dans les rencontres thérapeutiques? Eh bien, sachez que la communication, effectivement, fait partie aussi des thérapies, en tout cas, communiquer. Est-ce que ça passe par tous nos sens? C'est vrai qu'on parle dans un couple parfois de dire bah, il faut communiquer, mais il y a peut-être plusieurs manières de communiquer. Est-ce que, on va se poser aussi la question, est-ce qu'on est tous aptes à parler en public? On aura peut-être des petites combines de ta part, Marjolaine. Est-ce que effectivement l'expression peut accompagner dans des coachings et aussi à travers les maladies mentales? Parce que c'est vrai que parfois il y a la timidité, ça c'est une chose, c'est déjà pas facile, mais lorsqu'on est dans l'autisme ou encore dans le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on en parlera un petit peu tout à l'heure, ou encore dans la dyslexie, eh bien, à travers le théâtre, parce qu'on va en apprendre sur Marjolaine, peut-être qu'à travers l'expression, on peut aussi aider ces différents troubles. Et puis, il y a aussi des outils cognitifs, hein, parce que c'est vrai que dans la communication, on peut chanter également. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? Est-ce que le théâtre est un outil de neuroscience? On en parle beaucoup de la neuroscience depuis quelques temps. Et ben après, il y aura d'autres petites choses, mais on en parlera. Ça sera sur ton programme. Est-ce que tu vas nous amener dans les prochaines semaines, par exemple, au niveau actualité? Eh bien, Marjolaine, je vais te demander de te présenter succinctement, histoire de voir un petit peu ton parcours, parce que tu es une spécialiste, et puis nous évoquer un petit peu tes domaines de compétences principalement. Très bien. Alors, faire court, c'est compliqué hein, pour quelqu'un qui aime bien prendre la parole. C'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, je vais essayer. Donc, je suis experte en communication orale, comportementale. Donc, communication orale, c'est vraiment la prise de parole, l'expression de soi. Et la communication comportementale, elle est plus assimilée à la psychologie de la communication, la psychologie sociale, le comportement, le process mental du comportement. Donc ça, c'est vraiment mes domaines de prédilection. Et donc, j'ai un parcours très atypique puisque je viens du théâtre. Donc, je suis comédienne, metteur en scène, je suis aussi auteur et j'ai travaillé dans la communication hein, à très très haut niveau, on va dire, puisque j'étais l'assistante exclusive d'un directeur de création pour la plus grande agence de communication. Et avec Publicité, c'est lui, ça? Publicité, on dit. oui, de publicité, voilà. Et donc, nous faisions des films publicitaires, d'ailleurs des films que vous pouvez voir encore aujourd'hui à la télévision. Voilà, ça c'est mon petit côté, voilà, star, paillette, que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Hein. C'est aussi pour ça que je ne suis pas restée dans ce milieu parce que c'est ici que j'ai compris la manipulation mentale qu'on effectuait sur les foules, sur les gens. Donc c'est intéressant, mais c'est pas dans mes valeurs. Donc voilà, j'aimais bien être en coulisses, mais pas trop dans la pratique. Donc voilà, je suis formée donc aux neurosciences, je suis formée en psychodrame. Alors, ça, c'est quelque chose qui fait très C'est psychologie, c'est dramatique. dramatique. Pas du tout. En fait, le drame au théâtre, c'est l'histoire. C'est mettre en scène son drame, son histoire. Un auteur dramatique. Ah, excusez-moi. Voilà, je coupe. L'auteur dramatique, c'est un auteur de théâtre. Donc, c'est pas du tout des pièces tragiques. Voilà. Donc, je suis auteur aussi. J'ai écrit pas mal de pièces de théâtre. J'ai écrit, bien sûr, pour la publicité. Donc, voilà, j'ai tout un parcours comme ça, fait de plein de choses. Et à un moment donné, c'est posé la question de savoir ce que j'allais faire de tout ça. Eh bien, j'en ai fait une méthode et depuis 12 ans maintenant, j'accompagne avec cette méthode
des humains, voilà, pour leur permettre de s'exprimer. Et donc, tu le fais aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes, c'est Oui, ça? absolument. Donc, j'utilise plein d'outils, de formes, de formations. J'aime beaucoup créer. Donc, je vais créer une formation spécifique pour telle problématique ou peut-être pour tout simplement redonner un stage de théâtre, travailler autour d'un auteur ou pour aller travailler avec des enfants. Là, en ce moment, j'ai un groupe d'enfants, j'appelle ça les enfants fantastiques, hein. On fait des ateliers de théâtre thérapeutique avec des jeux de rôle où justement on utilise beaucoup le psychodrame pour dédramatiser et pour mettre en scène les problématiques. Et dans cette mise en scène, il y a beaucoup de... Enfin, tout le monde est acteur, que ce soit la personne qui joue, que ce soit celle qui regarde, que ce soit celle qui vient aider dans le jeu de l'histoire de la personne. Tout le monde est acteur. Est-ce que tu pourrais donner un exemple justement, peu importe, d'un adulte ou d'un enfant avec un problème, on va dire, assez courant, et donner un petit peu quelle est l'approche que tu as justement pour aider? On peut donner une problématique, par exemple? Oui, bien sûr. Alors là, on le voit, hein, on vit vraiment dans un monde où il y a des diagnostics à outrance. Enfin, je pense que il y a des diagnostics à outrance, et notamment chez les enfants. Aujourd'hui, votre enfant, soit il est TDAH, il est reconnu TDAH, il est dyslexique, donc il est 10 quelque chose. Ça peut être dyslexique, dysorthographique, etc. L'enfant a aujourd'hui un problème. Et alors bon, moi, ça me fait vraiment sourire parce que dans les cours de théâtre, notamment, je reçois énormément de parents, de familles qui arrivent souvent en pleurant avec leur enfant sous le bras, c'est le cas de le dire, en me disant, ben voilà, mon enfant est rejeté de l'école, on ne peut rien en faire à la maison, ça se passe vraiment très très mal dans nos relations, que ce soit avec nous, avec les frères et sœurs, ou avec les copains à l'école, ou avec la maîtresse à l'école. Enfin, c'est vraiment très très compliqué pour ces familles. Et l'enfant arrive, et ben dites donc, figurez-vous que tout se passe superbement bien. Alors non pas parce qu'il vient avec moi, mais parce que dans la pratique et dans ma façon d'aborder le théâtre, je vais d'abord prendre en compte la personne. Ce qui devrait être fait dans toutes les écoles. Donc, tu C'est-à-dire que, prends en considération la personne et non pas son problème. C'est bien ça. sûr, D'accord. bien sûr, enfin oui, bien sûr, je prends aussi le problème, mais d'abord, je vais essayer de ne pas mettre trop de limites dans le comportement de la personne. Donc l'enfant qui est hyperactif a du mal à être concentré, a du mal à tenir assis, à tenir en place. Ou à Donc l'inverse, il peut être très retiré, très en retrait très aussi. en retrait, voilà. Figé sur lui-même et complètement coupé de ses relations. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas lui rajouter des choses dans son comportement qui est déjà épuisant pour lui. Donc, si l'enfant ne tient pas en place, plutôt que de faire des règles avec si tu te tiens bien, tu auras une sortie ou on ira t'acheter quelque chose, eh bien, c'est tout simplement d'essayer déjà de s'adapter à son comportement. Un enfant qui ne tient pas en place, faites-lui faire du théâtre. Parce que le théâtre, ça va lui demander beaucoup de concentration et donc beaucoup d'énergie. Il va peut-être moins courir que sur un stade de foot, mais en tout cas, il va être vraiment, euh, il va avoir une dépense énergétique qui est supérieure de par Peut-être, la concentration. et peut-être qu'il y a aussi le fait que du coup, on s'intéresse à lui de par ce qu'il va amener au théâtre. Ben, c'est-à-dire que pour la première fois de sa vie, il n'est pas un élément perturbateur. Il est un élément à part entière. Il fait partie d'une troupe, d'un groupe, d'un spectacle. On a besoin de lui comme des autres. Et oui, ça change tout. Ça change tout parce que quand on est diagnostiqué avec un handicap, eh bien ce handicap n'est pas psychologiquement biodégradable. Donc, c'est vraiment l'enfant vit avec, les parents vivent avec. Un enfant diagnostiqué,
toute la famille est impactée déjà rien que par le diagnostic. Parce que ce diagnostic est une étiquette handicapante. Mm. Et c'est agréable pour personne de se sentir trop ou pas assez. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment, c'est aussi un comportement de société, hein, parce qu'avant, il y avait les chasseurs-cueilleurs. Donc, je pense que tous les enfants TDAH d'aujourd'hui étaient les chasseurs d'autrefois. Alors, C'est-à-dire qu'avant, les personnes qui avaient beaucoup d'énergie, on leur donnait des choses à faire en fonction de leur comportement. On ne leur demandait pas de rester assis sans parler, sans rien faire pendant 6 heures, par exemple, le modèle de l'école. Alors, tu me fais rebondir parce on est rentré dans le vif du sujet au niveau de ces fameux diagnostics. On ne va pas forcément parler de maladie. Tu parlais des chasseurs-cueilleurs, mais est-ce que toi, justement, avec la société d'aujourd'hui telle que tu l'as définie, il y avait les chasseurs-cueilleurs, on était rendu presque à la préhistoire, mais aujourd'hui, on va juste parler de l'Internet n'est pas forcément mauvais parce que ça dépend ce que l'on va en faire et le temps que l'on passe dessus. Mais compte tenu des enfants qui passent énormément de temps devant les écrans, donc sont laissés un petit peu à eux-mêmes, est-ce que tous les jeux de société, les jeux à l'extérieur, je vais prendre dans notre génération, hein, 50 ans cette année, on était beaucoup avec les copains, on se créait des espèces d'histoires. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui et fait qu'il y avait moins de problèmes d'hyperactivité? On va parler globalement d'hyperactivité. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates avec les années de pratique depuis l'arrivée principalement, on va parler des réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que depuis cette arrivée-là, tu trouves qu'il y a de plus en plus de gamins au théâtre qui sont perturbés, ou même des adultes d'ailleurs? Alors, j'associerais pas forcément ce trouble à ce fait. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est une non-adaptation des personnes au D'accord. comportement de l'enfant. D'accord. Même si c'est compliqué, mais c'est aussi à nous d'accepter qu'avec cet enfant-là ou avec cet adulte-là, on va devoir agir différemment. On va devoir tous s'adapter. C'est pas à lui parce qu'il a besoin de plus en énergie, en envie de bouger, en envie de parler, que c'est pas à lui de se taire et de rentrer dans un moule. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui adore les moules, qui tente de nous faire tous en fait rentrer dans un moule, et à force de vouloir être tous dans des moules, on ressemble à des tartes. C'est ça. Donc, n'est-ce pas? Oui. Donc, vraiment, cette société, moi, me rend pas joyeuse parce que je trouve que tout est fait à l'envers. Un enfant qui a un problème de comportement, plutôt que de lui demander d'arrêter, on va d'abord essayer de comprendre, de voir ce qui se passe, et puis de voir comment nous aussi, on peut nous changer pour que tous ensemble, on s'adapte. C'est pas un qui s'adapte aux autres, c'est tout le monde. Oui. Est-ce que dans ta pratique, est-ce qu'on pourrait faire comparer avec des écoles en Finlande, des écoles dites alternatives, où les enfants s'expriment facilement, c'est-à-dire que dans la classe, ils ne sont pas forcément assis et ils vont vers des activités qui leur correspondent en fonction du moment. Certains vont s'apercevoir qu'ils sont plus manuels, d'autres plus intellectuels, d'autres attirés par les arts. Est-ce que c'est un peu ce principe-là que tu mets en place? C'est-à-dire que l'enfant se découvre par lui-même à travers ses activités? Oui, c'est exactement ça. Alors, moi, je ne vais pas proposer plein d'activités, Non. mais je vais vraiment proposer à l'enfant d'être à l'aise. Voilà, d'être à l'aise. Quand ils arrivent, qu'ils sont fatigués, ils ont le droit. S'ils n'ont pas envie de s'asseoir et s'ils ont envie de rester par terre, ils ont le droit. S'il veut dormir sur le bureau, il a le droit. L'enfant a le droit. Parce que tout simplement, c'est important de respecter aussi son état. Nous ne sommes pas là dans un cas très important puisque nous sommes en cours. Si l'enfant est fatigué, je le prends en compte. Et je ne vais pas lui demander de faire comme s'il n'était pas fatigué. C'est ça aussi, c'est de pouvoir respecter en premier lieu l'état dans lequel la personne, l'enfant, l'adulte arrive. C'est très important. Donc Et alors, j'entends déjà les voix des parents là qui pourraient dire oui mais enfin bon il y a des règles en société et il faut quand bien même. aussi qu'on puisse grandir et comprendre les règles et rentrer dans les règles.
Oui, mais la règle ne doit pas empêcher à l'État d'être respecté. Et puis, il y a aussi en fonction du pays. C'est vrai que selon le pays dans lequel on est assimilé à des mémoires familiales, à des mémoires du pays, à des mémoires universelles aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours pareil, c'est pas toujours évident. Exactement. Nous sommes vraiment, nous ne sommes pas privilégiés hein, en termes de communication, les Français. Les Français sont les plus mal lotis parce que nous sommes dans une culture, la culture de l'intelligence. Regardez au bac, regardez à combien est noté l'écrit, combien est noté l'oral. Eh bien, l'écrit prime sur l'oral. Nous sommes dans la culture de la brillance, les frères Lumière. Il faut toujours paraître intelligent et ça nous dessert. Ça nous dessert parce que la plupart des gens n'osent pas s'exprimer à cause de notre culture, hein, à cause de ça. Et alors, puisqu'on a parlé de ces cas-là, on peut parler d'autisme parce que je crois que tu as eu un autiste. Alors, on sait que du niveau de l'autisme, les animaux apportent beaucoup. En France, je sais aussi qu'on a du retard sur l'aide aux autistes. Et je crois que tu avais, il y a quelques temps, tu avais dû m'évoquer un cas en autisme. Comment tu abordes est-ce qu'on peut dire ces pathologies par là? Alors, je fais juste un petit rebond sur ce que tu viens de dire. Je trouve qu'en France, on a du retard sur beaucoup de choses. J'allais dire sur tout, mais vraiment. Et oui, moi, je travaille beaucoup avec les autistes et j'adore ça parce que parce qu'on a l'impression qu'on pourra jamais en fait communiquer avec eux, rentrer dans leur monde, mais en réalité, si. Et c'est toujours pareil, c'est toujours cette histoire de prendre en compte la personne et de trouver le chemin ensuite pour venir communiquer, pour venir la rassurer, l'apaiser, jouer, rigoler, Et enfin, trouver une communiquer, quoi. complicité. Oui, voilà, trouver cette communication. Trouver, moi, c'est ça qui me plaît quand j'aborde une formation, c'est de trouver le chemin pour aller jusqu'à la personne. Voilà. Et pour aller voir qui elle est, pour aller voir son histoire et ensuite trouver à nouveau comment est-ce qu'on va pouvoir alléger ses conflits intérieurs, lui redonner de l'aisance, lui redonner de l'espace, sa place dans cette société. Voilà, c'est vraiment ce qui m'importe. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on ne guérit pas de l'autisme, mais par contre, on peut fortement améliorer des symptômes de non-communication, puisque Bien c'est ton sûr, domaine, bien sûr. à travers les exercices que tu proposes. Et si j'ai bien compris, tu les personnalises en fonction des individus. Toujours, D'accord. toujours. Voilà. Et on peut améliorer énormément de choses. Alors, moi, la chance que j'ai, c'est que avec les outils du théâtre, j'ai expérimenté le théâtre comme comédienne, comme metteur en scène, donc un petit peu à tous les postes. Et ça m'a vraiment permis de comprendre. Lorsque j'ai fait des formations en psychologie ou en PNL, eh bien, ça m'a permis de comprendre à quel point ces outils du théâtre étaient en fait primordiaux et importants et riches pour aider. Et c'est comme ça hein, que j'ai eu l'idée qu'un jour je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose parce que avec ces outils-là, notamment pour venir en aide à quelqu'un qui est autiste, mais c'est royal ces outils parce qu'on s'amuse. Et quoi de mieux pour entrer en lien que le jeu? Donc, c'est aussi, voilà, c'est une chance de pouvoir maîtriser ces outils. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je disais que je suis formée au psychodrame. Le psychodrame, c'est Moreno hein, qui a créé cette technique. Et en fait, il s'est inspiré du théâtre. Parce que sans le savoir, quand on est metteur en scène, on fait faire à ces acteurs du psychodrame, mais on ne sait pas qu'on fait du psychodrame. Donc voilà, tout est imbriqué et tout a un sens. Quand tu dis parles d'acteurs, ça me fait rebondir. Alors, du coup, on s'éloigne parfois de certaines questions. Euh, c'est presque une question personnelle parce que souvent, on dit qu'on joue des rôles. C'est vrai que peu importe qui, mais plus particulièrement au théâtre ou dans des domaines comme moi où j'ai été dans l'animation depuis 30 ans, speaker, mais on peut aussi prendre des gens qui prennent des rôles, c'est-à-dire qu'à la maison, ils sont d'une certaine façon, un certain comportement, et lorsqu'on arrive au travail, ils sont dans d'autres comportements. Rares sont les personnes qui finalement sont toujours pareilles
au travail ou chez eux ou encore dans une autre situation. Est-ce que c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de se protéger, ou est-ce que c'est finalement normal de changer un peu ces personnalités? J'ai envie de dire, c'est un petit peu tout. D'accord. On a tous des rôles à jouer en fonction des situations que nous avons dans notre journée. On va pas être le même avec notre voisin, avec notre patron. Il y a toujours un rapport hiérarchique et ce rapport fait que nous allons entrer dans un rôle. Donc, vous n'avez pas le même rôle, par exemple, enfin, vous, tout d'un coup, je te vous vois. Nous n'avons pas le même rôle avec nos amis, avec nos enfants ou notre mari, notre femme, que avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. Il y a peut-être aussi derrière un statut, voilà, comment je me sens par rapport à la personne. Est-ce que c'est une personne qui a plus réussi que moi, d'après moi, qui a plus d'autorité sur moi? C'est toujours ce rapport, comment je me sens par rapport à l'autre, et en fonction du comment je me sens, je vais rentrer dans un rôle. Ce qui veut dire que on va parler énergétiquement. On va parler, pour plus simplement, pour certaines, on va dire je ressens. Et donc, du coup, on va diminuer, par exemple, face à quelqu'un qui va dégager une forte personnalité. On se sent tout de suite diminué et donc on change un petit peu sa voix comme ça, on se met un petit peu en dessous. C'est ça? Oui, c'est ça. On va D'accord. avoir un nouveau comportement physique, mais vocal aussi. Tu viens de Oui, le c'est dire ça. et c'est très juste. La voix va changer. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vais prendre, si tu permets, quelques minutes pour Je expliquer. permets tout. Tu permets tout, c'est super. Ce comportement, parce que c'est vraiment très important, on est fabriqué comme ça. C'est-à-dire que quand on communique, on a l'impression qu'on blablate comme ça, on parle tous les jours parce qu'on fait ça véritablement tous les jours. Mais en réalité, nous avons plein de codes que nous ne maîtrisons pas et que pour la plupart, vous ne connaissez pas. Et ce sont des codes de langage préverbaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Le langage préverbal, c'est un petit décodeur qu'on a depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. On s'est fabriqué ce petit décodeur de langage préverbal dans le ventre de notre mère. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on interagit avec quelqu'un, avant qu'on ait parlé et bougé, ce décodeur a déjà tout décodé chez l'autre et inversement. C'est-à-dire que là, tu parlais d'énergie, de ressenti. On est tout à fait capable de ressentir quelqu'un alors qu'il nous a rien dit, rien fait, et de se dire ah, j'aime bien, j'aime pas. Voilà, déjà. Ça, c'est notre décodeur de langage préverbal. Et en fait, ce décodeur, il est aussi un petit peu biaisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a construit en fonction des réactions de notre mère. Donc, ça veut dire que quand on était dans le ventre de notre mère, le bébé à 5 mois entend tous les sons environnants de sa mère et entend aussi et ressent surtout tout ce qui se passe. C'est-à-dire que il entend une voix qui est un peu forte et précipitée sur sa maman et que sa maman répond comme ça un peu avec une voix si forte et précipitée, eh bien, en plus d'entendre ça, il va ressentir. Donc, il va ressentir la pression artérielle, les battements du cœur, le corps qui se serre. Et pour lui, ça, c'est bon, c'est enregistré. Quand quelqu'un parle ou m'agresse, eh bien, oh, je me mets en tension et je vais pouvoir parler comme ça. C'est un enregistrement. Et ce décodage que nous avons tous naturellement, eh bien, il est fabriqué non pas par rapport à nous, mais par rapport au ressenti de notre mère. Et il va se perfectionner lors de notre venue au monde par les modélisations des schémas comportementaux de nos parents ou des personnes qui nous élèvent. Et donc, l'adulte d'aujourd'hui est vraiment construit sur les Ah oui, modèles de ses de ses parents. parents. Voilà. Et tout ça est-ce que tu vas me, parce que j'ai appris des choses, j'en apprends à force de faire des rencontres thérapeutiques, et c'est ce qui va dans l'amygdale, en fait, c'est-à-dire avec ces ressentis, ces choses-là qui se mettent en place et on comprend pas pourquoi on réagit, et qui Oui. donnent lieu à des biais cognitifs aussi, c'est ça? Oui, bien sûr, bah, les biais cognitifs, j'ai vu que tu en avais parlé C'est pour avec ça que j'apprends Galvez. plein de trucs. Voilà. Mais en fait, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une situation
on réagit dans une situation et on ne se sent pas en phase avec notre réaction. Ben oui, c'est normal, parce que cette réaction, c'est une réaction qui a été déjà modélisée, voilà, Et qui est pour inconsciente. On qui est tient à le préciser, inconscient. hein. C'est-à-dire qu'on Exactement. ne peut Oui, pas toujours faire mieux que ce que l'on fait au moment où on le fait. oui, Après, oui, exactement. Oui, oui. ouais. Et alors du coup, est-ce que c'est des choses qui, à travers tes actions, si par exemple on se retrouve au théâtre, je continue là-dessus, tu peux amener à travers des rôles que tu vas donner à débloquer certaines situations de ce type? Oui. Alors là, c'est vraiment quand on est sur le psychodrame. Donc les rôles qu'on va donner, ce ne sont pas des rôles de la littérature française. Voilà, quoi qu'on pourrait imaginer des choses comme ça. Mais on est plus sur des rôles de personnages qui sont dans des histoires qui sont arrivées ou qui vont arriver. Voilà, parce qu'avec le psychodrame, on peut débloquer des choses du passé, mais aussi des choses du futur ou du présent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à travers ces rôles, pour qu'on comprenne bien, là aussi, hein, grâce à tout ce que j'entends, si je comprends bien, c'est-à-dire que la personne prend le rôle, le corps et le cerveau ne font pas la différence entre la réalité et ce qui est joué, mais le prend pour acquis. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça, voilà, C'est ça. d'accord. Et Pour par lui, c'est vrai. exemple, oui, oui, complètement. Et Ça. pour donner un exemple très concret, si il y a une personne bon, qui nous donne son histoire ou sa problématique, donc on va créer une histoire, une mise en scène autour de cette problématique, et on va pouvoir faire jouer tous les protagonistes, donc tous les personnages, et je peux aussi ramener un personnage qui, lui, est le problème, par exemple. Mm. Ou je peux ramener un personnage qui est dans la pièce parce que la personne a décrit la pièce avec, je dis n'importe quoi, deux chaises, une table et un cadre. Je peux demander à un personnage d'être le cadre parce que tous les personnages ont des choses à dire. Et qu'ils soient objets ou personnages, ils ont des choses à dire. Et c'est vraiment comme ça qu'on va aller déblayer, débloquer les choses. C'est en mettant en scène toute la problématique, en fait, hein, tout le drame, toute l'histoire de la personne. Mm. Alors voilà, est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où on exprime à travers une scène, à travers l'acteur que l'on devient, on commence à devenir soi? Tout dépend ce qu'on exprime et ensuite, ce qui est important, c'est de pouvoir l'exprimer dans sa vie. Oui, Parce que c'est ça. là encore, les formations, les stages, peu importe, c'est très très bien parce qu'on va venir débloquer des choses. Mais ensuite, ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir donner des outils pour que la personne ou l'enfant puisse continuer dans sa vie à débloquer. Parce que dans sa vie, je n'y suis plus, la personne est seule et elle va avoir des interactions. Donc, c'est ce lien-là aussi qui est important à faire vivre, voilà, ou à créer, en tout cas. D'accord. Donc, du coup, il va falloir, pour appréhender tout ça, il va falloir continuer à communiquer, mais en conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à comprendre comment ça fonctionne, toujours pareil dans les stages, par exemple, que tu proposes, il va falloir se rappeler et travailler en conscience. Ça va devenir de la communication consciente. C'est ça? Oui, oui. Et cette conscience, on n'a pas idée à quel point on en a besoin et à quel point elle est transformatrice pour le corps, pour le comportement. On n'a Est-ce- pas idée. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la communication consciente et la communication non violente? Non, Alors, par rapport à soi. Parce que si on est conscient, on se fait moins de violence, non? Ou pas? oui, oui, oui. Si on est conscient, on se fait moins de violence. Alors, je t'ai peut-être un peu Après, coupé dans le... Mais non, non, vas-y. non, non. En même temps, je réfléchis, je fais oui, non, voilà. Non, non, la communication non violente, pour moi, c'est vraiment quelque chose euh, qui est bien. Et c'est très bien de pouvoir communiquer sans violence. Mais d'un autre côté, c'est pas bien non plus. Elle Parce réprime que, oui, nos... C'est ça. je connais énormément de personnes qui sont non violentes. Et tant mieux.
c'est mieux. préfère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sous cet aspect de je communique dans la non-violence, en fait, je fuis ou je réprime. Mais je ne satisfais pas mon besoin. Si à ce moment-là, je suis en colère, je peux très bien être en colère sans casser tout ce qui est autour de moi ou sans insulter tout le monde. Et pour moi, la vraie communication, elle est là. C'est pas violent, pas violent. C'est une communication. C'est une communication qui s'exprime. Mm. Et nous ne sommes pas des nounours tout doux, tout gentils. Euh, il y a des situations, je suis désolée, vous ne pourrez pas communiquer dans la non-violence parce que cette non-violence a toujours un degré de souffrance. Donc la personne qui à ce moment-là a un moment a un besoin de s'exprimer plus violemment, ben peut-être que pour elle, c'est ça. Ça communique. J'ai envie de dire la communication non violente à ce moment-là, ça serait que nous, on accepte ça. Voilà. Que la personne puisse s'exprimer. Alors après, évidemment, si c'est pour qu'on se tape tous dessus, je suis pas pour. Voilà, il y Bien sûr. a des En limites. gros, si je peux me permettre, hein, ce que tu veux résumer, c'est qu'il ne faut pas réprimer, parce que la communication non violente, en fait, c'est celle qui dit il faut trouver tout ce qu'on peut pour ne pas être en colère face à l'autre personne. Et donc, on trouve des subterfuges, sauf que parfois, il reste quelque chose qui reste renfermé à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, C'est ça que tu veux dire. Mais oui, comme tu as dit, on va pas se taper dessus forcément. Alors, on peut parler de ça surtout en couple, parce que c'est souvent là que ça se passe. oui, Et effectivement, une colère peut être exprimée sans forcément insulter. C'est ça que tu veux exprimer oui, aussi. complètement. Complètement. Et c'était intéressant aussi ta façon de résumer ce que je viens de dire avec le mot subterfuge. C'est exactement ça. Mm. Pour moi, un subterfuge n'est pas une vérité, c'est une dérivation, on fait semblant que, mais c'est pas la vérité. Et aujourd'hui, le problème du monde, c'est que nous ne sommes pas dans la vérité. Déjà Ça, dans c'est sûr. oui, ça c'est sûr, 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 sûr. Mais dans notre vérité, il est là le problème. Alors, du coup, quand on parle de communication en conscience, est-ce qu'on arrive sur une communication en confiance? Alors, oui, Si on est si conscient de ce qu'on fait, ça nous donne de la confiance ou pas dans cette communication? ça peut aider. Ça peut aider parce que moi, je travaille beaucoup sur le corps conscient pour se réapproprier la communication. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a la conscience, on peut le faire. Pourquoi? Parce que pour être confiant, nous avons besoin d'avoir pratiqué et d'être, pour moi, il faut être coaché. Aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas à l'aise ne sont pas capables seules de se réapproprier une communication qui leur correspond. Moi, je travaille beaucoup avec ça sur l'identité de la personne. C'est mon cheval de bataille. J'aimerais que tous les gens puissent parler avec qui ils sont sans avoir honte, sans avoir peur de dire. Enfin voilà, il y a plein de choses derrière la honte et la peur. Mais donc, du coup, tu réintègres quand même un peu de confiance, parce que cette personne-là, à la fin de ton stage, de la formation que tu apportes, va ressortir. Alors évidemment, quand on est dans un lieu fermé, dans une salle, et qu'on se retrouve confronté à l'extérieur, en tout cas, la personne ressort avec des outils et Mhm. peut-être mieux s'exprimer. Je sais que tu fais aussi pour des personnes dans des entreprises qui ont à devoir s'exprimer devant leurs collègues, et ça, c'est très difficile. Mais ça peut être aussi tout simplement dans une association du village, et ben, on a été promu président, alors on est très bon pour mettre en place des activités. Par contre, on est très mauvais quand on parle. Donc, ce que je veux expliquer, c'est qu'on peut partir d'une grosse entreprise en étant tout simplement membre voilà, de l'association dans le village. Euh, Ça, c'est des choses que tu travailles, c'est des outils que tu apportes toujours à travers le théâtre et la communication, ou la communication, tu peux apprendre à cette personne à mieux communiquer autrement que par le théâtre. Est-ce que tu fais chanter, par exemple? Alors, non, je ne fais pas chanter. J'ai suffisamment en fait d'outils pour travailler toute la partie vocale, mais qui n'est pas la plus importante. La partie la plus importante pour travailler la communication, c'est le corps.
Pourquoi? Parce que le corps, c'est la pensée en mouvement. C'est la pensée qui fait bouger le corps. Donc, si vous n'êtes pas en phase avec votre mouvement, et non pas avec votre corps, mais avec votre mouvement, eh bien, vous allez délivrer le message de votre pensée, qui est souvent j'ai honte, je ne suis pas à la hauteur. Tu parlais des réunions en entreprise, mon Dieu, mais toutes les personnes qui viennent me voir ont le même problème. Elles ont honte quand elles s'expriment devant leurs collègues, elles ne se trouvent pas suffisamment intelligentes. C'est quoi cette honte? C'est vraiment le noyau. Ça serait quoi? C'est quoi cette incapacité à s'exprimer devant les autres? C'est vraiment la honte? C'est le manque d'assurance? Oui, oui, bien sûr, puisque on nous a dit que pour nous exprimer, nous devions être intelligents. Donc, On en revient tout part de au là, on départ. revient à l'éducation, on revient à nos modèles, à la société qui nous a construite. Cette société nous a vraiment construit avec de l'inhibition, de la honte. Et d'un autre côté, entre guillemets, elle a raison. Parce que imaginez-vous, que se passerait-il si demain, tout- toutes les personnes, allez, on va prendre que le pays de France, si dans notre pays, toutes les personnes étaient capables de reprendre leur pouvoir d'expression. Mais je vous le dis tout de suite, il ne se passerait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que tous les gens seraient forcément dans une réflexion, dans une action, ce qu'on n'a pas du tout. Donc la société a tout intérêt à laisser les gens dans leur bassesse d'expression et de ne pas les sortir de là. D'ailleurs, c'est très très bien orchestré, hein. C'est certainement pas à l'école qu'on va vous apprendre à vous exprimer ou à devenir qui vous êtes. Hein, Shakespeare a une très belle phrase où il dit nous savons qui nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pourrions être. Voilà, ça résume tout à fait notre condition. Donc, physiquement, c'est vrai que quand on regarde les Français, on a une certaine tenue. Je veux dire, dans la rue, globalement, on voit que ça se tient bien. Donc, toi, à travers le théâtre, tu parlais de communiquer avec le corps. Ça va être que la personne s'exprime avec les mains, avec des mimiques, avec le regard, de manière à relâcher et que tout se remette en route. C'est ça? Pas forcément. Pas C'est forcément. communiquer avec le corps. Si on prend un exemple typique qu'on va retrouver dans les moultes formations prises de parole qu'on peut voir éclore sur le marché, un petit peu comme les champignons après la pluie, parce que c'est à la mode. On a beaucoup de formations où on va nous expliquer justement le travail sur le corps et le rapport à l'espace. Et donc j'en fais des formations pour aller voir un peu ce qui se passe. Bon, souvent je rigole beaucoup, donc c'est déjà ça. Et par rapport à ce travail sur le corps, on nous apprend que pour occuper l'espace, nous devons bouger dans cet espace. Donc, bouger, si vous êtes sur une scène ou dans une grande salle, vous devez occuper votre espace. Donc là, le corps est en mouvement, bouge avec les bras relâchés, etc. Et en fait, c'est pas ça du tout. Occuper D'accord. l'espace, c'est pas bouger son corps. D'accord. C'est être suffisamment à l'aise avec son corps pour ne pas bouger dans une dynamique statique et occuper l'espace avec votre voix. C'est la voix qui occupe l'espace, c'est pas le corps. Si D'accord. votre voix occupe l'espace, la personne qui est au fond de salle, elle va avoir les vibrations de votre voix autour de son oreille. Et ces vibrations vont lui laisser penser que vous êtes tout près. Et d'ailleurs, si vous êtes capable de prendre le dessus vocalement sur une salle, vous allez avoir une grande attention au niveau du public ou de vos interlocuteurs parce qu'ils ont l'impression que vous êtes à côté. Donc, ils ne vont pas être sur leur téléphone, ils ne vont pas se mettre à parler, ils vont vous écouter À condition que le contenu soit intéressant également. aussi. Ça se travaille Quand aussi. même. Bon. La question qu'on se pose, tu disais tout à l'heure, si tout le monde s'exprime, bah évidemment, alors là, je crois que chacun reprend les rênes de sa vie. C'est ça que tu veux dire? Exactement, Ça- exactement. Donc, quelque part, si on s'exprime, euh, parce que des fois, on dit des conneries quand même, il faut dire ce qui est. Oui, Il y a des gens oui, qui s'expriment, c'est quand même pas très chouette, quoi. oui, on Euh, le voit en ce moment, en période électorale, on entend bien ça, oui. ouais, il y a un moment même déjà, ça fait 3 ans et longtemps. Mais alors, du coup, est-ce qu'on est pour autant tous faits pour parler en public? Pas forcément, parce que les personnalités de chacun, on a besoin de tout.
S'il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir la capacité de s'exprimer en public. Non pas qu'elles n'auront pas besoin de le faire, mais elles n'en voient pas l'utilité. J'ai un métier de comptable, je suis très bien dans mon petit truc, pas besoin de m'exprimer en public. Oui, mais l'expression, c'est pas, comment dire, elle n'a pas forcément un rapport avec le métier, elle a un Avec- rapport avec la vie. L'expression, elle a un pouvoir créateur. Donc peut-être que monsieur, madame comptable est très content et n'a pas besoin, oui, d'aller s'exprimer en public. Mais l'expression, c'est pas que monter sur une scène et parler à plein de gens. C'est aussi être sur sa scène d'intervention. Et je vais vous raconter encore une petite histoire. J'aime bien les histoires, mais peut-être, bon, bah, tu couperas hein, si je suis trop longue. Tu nous racontes Euh, des histoires, là. Hein. oui, je vais raconter des histoires. En fait, juste pour qu'on prenne conscience que la communication, c'est quelque chose de vital pour l'homme. Et que sans cette communication, nous ne pourrions pas vivre et nous ne pourrions pas évoluer. En l'an 1600, il y a le roi de Prusse, Alexandre II, de mémoire, oui, c'est ça, qui a souhaité faire une expérience justement autour de cette communication relationnelle, la parole, l'humain. Donc, il a demandé à tous ses serviteurs de lui confier les nouveau-nés. En disant que les nouveau-nés seraient bien traités, qu'ils seraient nourris, logés au château, on s'occuperait bien d'eux et qu'il les rendrait les nouveau-nés quelques années plus tard. Donc, il a réussi à avoir des nouveau-nés. Et le personnel du château qui s'occupait des nouveau-nés avait pour ne pas communiquer avec les enfants, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Hein. À l'époque, ils n'avaient pas le masque, mais ils avaient des habits de loup. Alors, on ne voyait pas leur visage, on ne voyait pas leur corps, et ils ne devaient pas, en aucun cas, ils ne devaient parler au bébé. Et ça a duré 3 ans, cette expérience. Et au bout de 3 ans, ils ont redonné les enfants à leur famille pour qu'ils continuent de grandir et d'évoluer dans leur famille. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les enfants, tous, sont morts avant l'âge de 8 ans parce qu'ils n'ont pas pu se développer, parce qu'ils n'ont pas développé leur parole, parce qu'ils n'ont pas développé leur communication, leur relation. Ça les a tués. Donc c'est pour dire à quel point cette communication est primordiale pour nous et nous avons tous besoin de se réapproprier ce qui fait que nous sommes des êtres humains. C'est ce qui va nous différencier des animaux. Les animaux ont un autre mode de communication. Nous, nous avons la communication verbale, physique aussi, mais verbale. Donc, nous devons faire vivre cette faculté. Le loup aurait pu être globalement très remplacé par le masque sur ce qu'on a vécu durant 2 ans Absolument. et qui a posé d'énormes problèmes. Je crois que c'est Estelle Dupont, quelque chose, qui est une psychologue qui en a beaucoup, beaucoup parlé sur les retards d'enfants. Voilà, hop, fallait la mettre. Donc, Non, mais c'est effectivement, vrai. C'est très grave parce qu'on ne se rend pas compte, mais ce masque qui, voilà, bon, pour certains a protégé, pour d'autres non. Euh, eh bien, ce masque a aussi créé énormément de problèmes chez les enfants. Là, il y a des enfants qui ont des retards de langage et des retards neurologiques. Je tout ne à fait. parle pas des 600% d'augmentation des enfants, des adolescents qui font des tentatives de De suicide. suicide, tout à Mais fait. voilà, c'est vraiment cet isolement social. Donc, isolement de par les mimiques, la voix, bien sûr les gestes. Je ne parle pas non plus des personnes âgées qui ont été isolées, coupées de cette... On parle de la communication, mais là, on a des exemples concrets. L'isolement, ça tue. Voilà. Il n'y a pas que Tout à les fait. virus qui tuent. L'isolement tue aussi. Oui, surtout que l'être humain est un être social, là. Oui, Pas toujours complètement. sociable, mais Non. social. Oui. Eh ben, écoute, on a fait, évidemment, encore une fois, on n'aura peut-être pas répondu à toutes les questions. On tâchera peut-être de faire un direct avec des gens qui auront peut-être des questions à poser sur la communication. En tout cas, on a vu pas mal de choses et on va parler de toi. J'ai vu aussi qu'il y avait un atelier de prise de parole pour les femmes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Bien C'est à sûr. vous, mesdames. Exactement. Alors oui, les femmes. Alors pourquoi les femmes?
c'est pas pour être féministe, c'est juste par rapport à la physiologie de la femme et par rapport à l'histoire de la femme. Parce que même si aujourd'hui la femme est capable d'évoluer, d'être presque à égalité, hein, je dis presque parce que voilà, ça laisse un petit peu de marge sur la réalité, eh bien, en attendant, la femme, elle a des problématiques spécifiques dans la prise de parole. Elle a une physiologie aussi spécifique. Et là, les stages que je propose, effectivement, à venir là, à Poitiers, Annecy, à Voiron aussi, eh bien, ce sont des stages où on va travailler pour l'expression de la femme. Donc, C'est le afin Power qu'elle puisse Girl. voilà le power girl pour que les femmes prennent leur place, mais je pourrais très bien faire des stages aussi pour les hommes, pour les mêmes raisons. Parce que Mais la prise de parole, il y a toujours ce problème de place derrière, hein. souvent, tu évoques les femmes, je ne sais pas si je me trompe, mais si on considère que les derniers siècles où on mettait la femme comme inférieure à l'homme, ce qui est encore le cas dans beaucoup de pays, tu as parlé de toute la partie inconsciente qui se mettait en place. Est-ce que c'est évidemment, ça ne sera pas la même chose pour l'homme, ça ne sera pas les mêmes raisons pour lesquelles il y a le problème de communication, mais pour les femmes en l'occurrence, puisqu'on parle de l'atelier, c'est le fait que la femme, de toute façon et inconsciemment, on l'a diminuée et un peu cassée, quoi, pour lui dire, tu es en dessous, t'as pas à t'exprimer. Est-ce que c'est ça que tu fais travailler? C'est dû à ce problème-là ou c'est un autre problème pour les femmes? C'était son rôle. En fait, Son rôle, c'est ça. c'était son rôle. Donc voilà, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, refaire le Non. monde, il s'agit juste de savoir et qu'une fois qu'on sait, eh ben, on repart. Et pour repartir, on a besoin de reconstruire des choses. Je le dis souvent, mais quand je travaille avec les femmes, je travaille en premier lieu sur la ligne du regard. Pourquoi? Parce que la femme a une ligne du regard plus basse que celle des hommes tout le temps. Et ça, même si aujourd'hui on peut regarder tout le monde sans problème, il faut savoir que dans les années 1900, les femmes qui regardaient les hommes dans les yeux allaient en prison. Il y a plein de choses comme ça qui... Et moi, j'ai pas connu ça, par exemple. J'étais pas née dans les Ah années bon? T'étais 1900. pas né, Non, toi? non. Ah ouais. Mais on est chargé, hein, nos cellules, notre ADN, voilà, on voit beaucoup ça hein, dans la physique quantique, etc. Mais on trimballe des choses, oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, il y a des choses inconscientes qu'on a ici. Et puis ensuite, il y a Bien sûr. l'histoire de la famille, etc. Donc on travaille tout ça. Mm. Donc, mesdames, levez le regard. Voilà. Et du coup, tu vas nous parler, tu l'as évoqué succinctement tout à l'heure, tu peux nous dire ton actualité. Alors, je mettrai les petites affiches avec des dates, hein, si vous êtes intéressés, ne serait-ce que par curiosité, ne sait-on jamais. Sur ton actualité, il n'y a pas que à Voiron, du côté de Grenoble, je crois il y a un stage aussi ailleurs. Vas-y, exprime-toi. J'ai un autre stage là qui arrive au mois d'avril avec les 20 et 21 avril à Présilly, donc c'est entre Annecy et Genève. Et je co-anime ce stage avec Gilles Goncalves, qui est expert en déprogrammation des stress émotionnels que Tu tu as commences reçu à bien les aussi. connaître, oui, oui, oui. Oui, hein. On a fait Et quelques interviews. voilà, et moi j'adore travailler avec Gilles parce qu'en fait on a deux parcours très différents. Lui, voilà, il vient de la neuro, il est expert en arts martiaux, il est expert en médecine traditionnelle chinoise. Moi je viens du théâtre, j'ai mes expertises en psychodrame, en neuro aussi, mais on a énormément on est très différents et en fait on se retrouve beaucoup sur les problématiques avec des outils très différents. Donc, on construit ça et on prend beaucoup de plaisir à préparer ces stages. Hmm. Et puis, il y a un deuxième stage, alors avant ou après, avec Valérie Berned, si mes souvenirs sont bons. Oui, alors avec Valérie, eh bien là c'est un stage, c'est le stage pour les femmes. Voilà. Ah, Avec d'accord. Valérie. Voilà. Donc c'est à Poitiers, c'est au mois de juin et on va travailler uniquement avec les femmes. Mais il y a plein de stages là qui vont arriver parce que j'ai pas mal de demandes en fait et puis j'ai envie de traiter plein de problématiques. Je souhaite que les gens pour 2022 puissent se réapproprier leur communication. Hmm. Donc il y a du travail. Alors voilà, je vais proposer des choses.
Eh ben voilà, on va apprendre à communiquer avec Marjo. Si vous avez évidemment besoin de renseignements, je vais mettre les coordonnées, je vais mettre les Oui, stages qui sont sur Poitiers déjà, l'adresse du site. Et puis voilà. Et puis comme d'habitude, hein, tu me donnes une com. Hein. Non, je rigole. Euh, bien sûr. donc voilà, vous aurez les informations pour ceux que ça intéresse. Et ben Marjolaine, pardon, pas Marjorie. Pas grave, Marjolaine. je répondrai aussi à Marjorie. Oui, voilà, ça marchera aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a vu, comme je le disais, un petit panel de ce qu'est la communication, en tout cas communication verbale, comment tu l'approches à travers, évidemment, ce qu'on considère des fois des maladies chez les enfants, alors qu'il faut peut-être leur redonner leur place. On l'a vu aussi pour les femmes. On a vu aussi un petit peu toute la communication autour, on vient d'en parler, des maladies mentales, mais pas que. Les ateliers à venir, tout ce que tu fais, on va le retrouver sur les sites internet. Merci à toi. Je vous dis à bientôt sur Human Connects, évidemment, pour une nouvelle rencontre thérapeutique. Bye bye. Merci, au revoir. Et les rencontres thérapeutiques, enfin une émission qui vous veut du bien. Sur Human Connects.